Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Après son intervention à la Tribune des Nations Unies, la princesse Stéphanie est allée visiter un centre modèle en matière de prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA à Brooklyn. Le colloque international de philosophie s'est déroulé cette semaine avec notamment le lauréat du prix Philosophie 2016. À cette occasion, de nombreux ateliers ont été mis en place, consacrés par exemple à la musique, à la danse, à l'enfance. Et dans cette édition, vous découvrirez un atelier consacré à la philosophie et la mise en scène. Et enfin, la mairie de Monaco a mis en place des chemins lumineux dans le cadre de l'aide au maintien à domicile, un système d'éclairage qui permet aux seniors de se déplacer la nuit en toute sécurité dans leur appartement. Direction New York, comme je vous l'ai dit dans les titres, après son intervention à la tribune de l'ONU lors de la réunion de haut niveau sur l'éradication du sida, la princesse Stéphanie est allée visiter un centre modèle en matière de prise en charge de personnes vivant avec le VIH/SIDA. Reportage sur place de Patricia Navarro et Olivier Bonello. Nous sommes dans l'une des zones les plus précaires et les plus dangereuses du quartier de Brooklyn. C'est ici qu'à la fin des années 90, l'organisation caritative Housing Works a décidé de construire un vaste centre de prise en charge globale des personnes dans le besoin ou sans abri vivant avec le VIH/SIDA. L'un des fondateurs de ce centre, Charles King, est un activiste reconnu issu du groupe ACT UP. Il estime qu'offrir un environnement stable et un toit est l'une des clés de la réussite de l'accompagnement que l'on peut offrir aux personnes touchées par le VIH/SIDA. Les gens sont marginalisés, exclus, ils ne sont pas respectés, on ne leur donne pas la dignité qu'ils méritent. C'est très difficile pour eux de surmonter les obstacles qu'ils doivent affronter, que ce soit les addictions, les problèmes de santé ou beaucoup d'autres choses. Ils doivent survivre avec ce poids qu'est le VIH/SIDA. Alors même avant que l'on ait les traitements, il nous est apparu qu'il fallait leur donner de la sécurité et un endroit confortable. Ce devait être la première étape avant toute autre chose. Dans ce centre de Brooklyn, l'offre est très large. Les personnes vivant avec le VIH/SIDA peuvent y trouver des traitements. Pour celles qui souffrent d'addiction, une possibilité de sevrage ou d'aide à la diminution de leur consommation de drogue leur est proposée. Quant à celles qui sont dans une extrême pauvreté, elles y trouvent un logement. Ce qu'on essaye d'offrir, ce sont des services intégraux. Donc, ce que j'expliquais auparavant, c'est que quand notre patient rentre, vraiment, on a une pharmacie, on a le psychiatre, on a un thérapeute, on a les services pour les addictions. Donc, en réalité, vraiment, couvrir tous les besoins, mais en plus, travail social pour aider avec les logements, si on ne peut pas en trouver ici. Travail social également pour aider avec d'autres problèmes. Il y a des problèmes juridiques, des problèmes de subsistance générale. Donc oui, l'idée c'est d'offrir des soins intégraux. La princesse Stéphanie a souhaité visiter ce centre modèle, elle qui est engagée depuis de longues années maintenant dans la lutte contre le VIH/SIDA. Elle a ainsi pu écouter longuement les témoignages émouvants des pensionnaires du centre. Je suis ici depuis 1996 et ce centre me donne mes traitements médicaux. Il m'a permis de retrouver ma spiritualité. Il m'a donné un toit et un lieu où être quelqu'un. C'est en découvrant les infrastructures d'un autre centre Housing Works à New York toujours qu'il y a 10 ans, la princesse Stéphanie avait eu l'idée par la suite de créer la maison de vie de Carpentras. Forte de cette expérience réussie, elle continue à aller à la rencontre des personnels de structures innovantes. L'association qu'elle préside, Fight AIDS Monaco, va d'ailleurs renouveler son soutien financier au centre Housing Works d'Haïti qui a vu le jour après le terrible séisme de 2010. Vous l'avez vu, la princesse Stéphanie s'est donc rendue à Brooklyn pour visiter ce centre. Elle a pu s'entretenir pour partager son expérience dans le domaine de la lutte contre le sida. La princesse a été particulièrement touchée par les témoignages qu'elle a pu entendre lors de ce séjour. Je vous propose de l'écouter. On le voit encore en 2016, et dans des pays quand même assez développés comme les États-Unis, la stigmatisation existe encore et il y a des degrés auxquels même moi je ne m'y attendais pas dans ce témoignage. Des gens séropositifs qui, dans les États du Sud qui se font même brûler leur maison
par la communauté. Je trouve ça, c'est juste, ça me glace le sang. Et qu'on en arrive là juste pour une maladie qui est traitée maintenant. Je veux dire, les gens ont droit à une vie normale et à garder leur dignité et leur maison et tout. Donc c'est vrai que le combat est loin, loin, loin d'être fini. Heureusement, les avancées sur les traitements, ça c'est un grand pas en avant aussi. Mais de voir encore qu'il y a autant de souffrance autour de cette maladie, c'est juste insupportable, quoi. On a envie de faire plus et heureusement qu'il y a des structures comme Housing Works qui existent et qui tournent et qui font tout pour le bien-être de ces personnes. Et voilà, et nous on a notre maison de vie qui fait la même chose à une autre échelle. Et puis c'est un autre pays, c'est une autre culture. Mais voilà, ça me conforte encore plus dans la nécessité de la maison de vie et de structures comme celle-là. Et j'espère que ça inspirera d'autres personnes et qu'il y en aura d'autres. Voilà. Hier, vous étiez à la tribune de l'ONU pour une réunion de haut niveau très importante puisqu'elle vise à permettre d'éradiquer en 2030 ce virus. Vous êtes optimiste pour 2030 ? Oui et non, je suis optimiste sur le fait que de telles réunions se font. Mais d'un autre côté, il y a tellement de pays qui sont impliqués dans ces résolutions et qui ont leur propre culture, leur propre législation. Et faire changer ça, ça me paraît très très difficile, puisque beaucoup de pays ne reconnaissent pas ni les homosexuels, les transgenres, les travailleurs du sexe comme des populations à risque et qu'il faut aider. Pour eux, c'est pénalisé par la loi ou les utilisateurs de drogues injectables. Donc c'est très difficile de contourner toutes ces choses-là et de mettre tout le monde d'accord. Et pour éradiquer le VIH, il faut que tout le monde s'y mette et que tout le monde fasse les mêmes choses et fasse les mêmes projets et le même objectif à la fin. Donc c'est vrai, c'est très encourageant que tout le monde, qu'il y ait des telles réunions aux Nations Unies pour fédérer tout le monde et combattre ensemble. Mais jusqu'au bout, je ne sais pas si on va y arriver justement à cause de ces difficultés culturelles et législatives dans chaque pays. Vous avez cité l'exemple de la principauté, vous-même en tant que présidente de Fight AIDS Monaco. Vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, dans ce petit pays, il était possible de servir de modèle et de montrer l'exemple. Ah oui, ça c'est ma fierté. On est un tout petit pays, mais avec une énergie au niveau humanitaire, même associatif. On le voit avec toutes les associations qu'il y a à Monaco et toute l'aide humanitaire qu'on peut distribuer dans le monde entier. Et je crois que c'est un bel exemple de voir que même nous à Fight AIDS, on est une petite équipe, mais il n'y a rien, pas grand-chose qui nous arrête. On a la foi, on a la passion de ce qu'on fait et d'aider les gens et de changer les choses. Et il faut que ça continue. Et voilà, je pense que peut-être, j'espère que ça donnera l'exemple et l'envie surtout à de grands pays de voir que c'est pas si difficile de se battre. Il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens et tout, il faut juste avoir la volonté de le faire. Revenons aux principautés, nous vous en parlions dans nos précédentes éditions. Le colloque international de philosophie s'est déroulé cette semaine avec comme temps fort notamment le lauréat du prix philosophie 2016, comme nous l'expliquent Sandrine Nègre, Alexandra Paolini et Louis Borgia. Le nom de la rose, c'était un crime dans un monastère. Le pendule de Foucault, c'est l'obsession du complot. Baudolino, c'est comment produire de l'histoire vraie en racontant de mensonges. La reine Loana, comment reconstruire sa propre mémoire sur la mémoire objective d'une génération. Et l'île du jour de vent, c'est comment refaire l'histoire du monde dans la solitude. Vous l'aurez très certainement compris, c'est par un hommage que cette soirée de clôture a débuté. Hommage à l'un des membres du comité d'honneur des rencontres philosophiques de Monaco, Umberto Eco, disparu malheureusement il y a quelques mois. Plusieurs personnes qui l'ont connu et côtoyé de l'Italie aux États-Unis en passant par la France et même la Pologne ont partagé témoignages et souvenirs à l'image d'Elisabetta Sagarbi et Mario Andreosso. Son humour, son savoir, son désir de documentation et de précision ont bien sûr été évoqués. Je suis un peu ému parce que quand on a, avec Charlotte, Joseph, Raphaël, Laure, Valentine, pensé ce projet, l'une de nos satisfactions premières, c'était de dire ce soir-là, Umberto Eco va venir devant eux leur parler.
Et il me le confirmait 15 jours avant encore qu'il serait là ce soir. Le revoir là m'a troublé alors que j'étais assis, parce que j'avais pour cet homme non pas simplement une grande admiration, mais aussi de l'affection. Umberto Eco, qui dans ses ouvrages a toujours cherché à utiliser une écriture simple pour être accessible à tous, l'accessibilité qui justement demeure depuis le début l'objectif de ces rencontres philosophiques et du colloque international de philosophie. Nous avons conçu donc les rencontres avec comme fil conducteur de mettre à l'honneur la philosophie comme rencontre, comme une expérience qui nous bouleverse, comme un choc amoureux, comme un voyage intérieur qui se creuse au plus profond de nous. Et de toujours garder cette idée que nul n'est étranger à la philosophie, qu'elle peut toucher ceux qui ne sont pas des spécialistes, qu'elle peut engager la sensibilité d'un plus grand nombre, qu'elle peut être généreuse, accueillante et joyeuse. On voulait organiser ce colloque, décerner ce prix, faire cette année avec un programme assez chargé. Et donc c'est vrai que d'avoir réussi à faire tout ça, pour nous c'était vraiment réussir un pari. Je l'ai dit ce soir à plusieurs reprises, le caractère pédagogique des rencontres, la présence dans les lycées, dans les écoles, de rendre la philosophie plus accessible, c'est sûr que c'est quelque chose qui est essentiel pour nous. Colloque, rencontre, mais donc aussi prix de philosophie. La présidente des rencontres philosophiques a levé le voile sur le lauréat 2016. 5 finalistes étaient en lice pour un ouvrage paru il y a quelques mois. Giorgio Agamben, L'usage du corps, Vinciane Desprez, Au bonheur des morts, Monique Dixot, Platon Nietzsche, Pierre Montebello pour Métaphysique cosmomorphe et Francis Wolff, Pourquoi la musique. Le prestigieux jury a choisi de décerner le prix à Vinciane Desprez. Au bonheur des morts est un ouvrage qui parle du deuil, de la manière dont les disparus nous accompagnent et plus généralement de notre rapport à la mort. J'ai essayé d'être à la hauteur du sujet et surtout j'ai essayé de faire ça puisque c'est un livre qui se fonde sur des expériences que les gens me racontent et sur une mise à l'épreuve en quelque sorte, puisqu'il y a une expérimentation dans le livre où j'expérimente des nouvelles façons et de m'adresser aux gens et de travailler, pas plus dans la même manière. Oui, bien sûr, il y a encore les livres et tout, mais les livres ne sont plus le seul support. Et que ce soit reconnu et qu'on puisse dire « mais oui, ça aussi c'est une manière de faire de la philosophie et une manière qu'on aime parce qu'elle est partageable », moi c'est une joie immense, quoi. C'est une reconnaissance que je ne pouvais pas espérer. Et ben voilà, je l'ai reçue, je suis très très fière. Que pensez-vous justement du travail accompli par mademoiselle Charlotte Casiraghi, de l'ensemble de tous ces philosophes pour ces rencontres philosophiques et pour ce colloque international qui se conclut donc ce soir? Je dois reconnaître qu'elle a une puissance de mobilisation parce qu'elle a réuni le jury. Elle a réuni quand même un jury qui est un jury extrêmement prestigieux. J'ai assisté à ce colloque qui était absolument extraordinaire parce qu'en fait, non seulement on fait de la philosophie d'excellente qualité, on fait de la philosophie qui est partageable par les gens, mais en plus on fait de la philosophie dans des dispositifs inventifs. Vinciane Desprez, dont le prix revêt une importance toute particulière puisqu'il s'agit aussi du tout premier de philosophie de ce type. Le travail des éditeurs était aussi à l'honneur à travers le prix remis à la maison d'édition Vrin, bien connue des philosophes. Le premier colloque international s'est donc achevé. Prochain rendez-vous des rencontres philosophiques de Monaco au mois d'octobre, avec la présentation du nouveau cycle qui sera proposé au public. Vous venez de l'entendre, ce colloque international s'est donc achevé sur la scène du Théâtre Princesse Grace, ici même où quelques heures plus tôt, et vous y étiez peut-être, s'est déroulé un atelier qui se nomme Philosophie et mise en scène. Et si vous n'y étiez pas, petite séance de rattrapage dans ce reportage de Christine Datomel et Thomas Deus. Des adolescents et des philosophes réunis dans une performance visant à promouvoir la philosophie tout en la rendant accessible. Les costumes et la mise en scène étaient signés par le pavillon Bozio, les personnages conceptuels interprétés par des élèves du lycée Albert Ier de la classe option théâtre. Ils ont eu à la fois la chance de recevoir la parole des philosophes, que ce soit dans la journée au lycée, ou que ça soit le soir lors des différentes expériences qui ont eu lieu dans les théâtres de Monaco. Ils ont pu aussi participer à un petit prélude de théâtre en fait, au Théâtre des Variétés sur le thème désir, passion et jalousie. Et là, je trouve que pour la clôture, c'était assez extraordinaire parce que ils ont été nourris de philosophie toute l'année par leurs professeurs et par ces rencontres. Et là, ils ont pu,
cette petite expérience, effectivement, comme vous l'avez dit, de jeu, se confronter eux-mêmes au jeu de la philosophie en étant sur scène. Et c'était particulièrement opportun sur ce module philosophie et mise en scène d'avoir un petit peu ce théâtre dans le théâtre, cette philosophie dans la philosophie, et cette philosophie dans le théâtre, et ce théâtre dans la philosophie, en quelque sorte. La folie, l'enfance, la femme, la foi, la mort, l'animalité, les préjugés, de nombreux sujets ont été abordés par les jeunes et par les philosophes. C'est très important de parler philo avec les jeunes d'aujourd'hui, et c'est d'autant plus important si on réussit à travailler la philosophie, les grandes questions de la philosophie, un peu autrement. C'est-à-dire que toute l'idée de cette performance, parce que ce n'est pas une pièce de théâtre, c'est une performance, était de faire parler la philosophie différemment. Rendre la philosophie, disons, un petit peu plus vivante et, d'une certaine manière, permettre à tous ces jeunes étudiants d'intérioriser la question philosophique, de la sentir. Il est très important de faire parler les jeunes de philosophie, de susciter en eux la possibilité d'une expression philosophique. Et cela, c'est pour ça que nous avons constamment cherché, tout au long de l'année, mais ici à son point culminant, nous avons toujours cherché des nouvelles modalités, des nouvelles approches de la philosophie. Pas simplement la conférence avec le prof, les élèves, mais toujours à diversifier les modalités d'approche pour faciliter l'expressivité philosophique. Faut-il être adulte pour philosopher, ou peut-on philosopher comme un enfant sans filtre ni arrière-pensée? La question qui est intéressante dans cette idée, c'est que avec la jeunesse vient la possibilité de confronter et en quelque sorte le ne pas avoir peur. Et c'est ça qui est beau dans la jeunesse, le ne pas avoir peur de la question philosophique. Tout homme est potentiellement philosophique, et les jeunes aussi. Vous savez, on s'en est rendu compte très très vite et très tôt. La question philosophique est très vite advenue en eux, très vite émergée. Parce que la question que se pose l'enfant, que pourrait poser l'animal ou que pourrait poser l'homme de foi à la philosophie, ce sont des questions inévitablement qui se sont tous déjà posées. La saison 2016-2017 des rencontres philosophiques, qui reprendra en octobre prochain, aura pour thématique le corps, un thème fédérateur qui donnera lieu à de nouveaux ateliers et à de grands débats philosophiques. Le reste de l'actualité en bref. Les plus grands entrepreneurs du monde étaient réunis à l'hôtel Hermitage. Tous sont en principauté pour participer à la 16e édition du World Entrepreneur of the Year, entrepreneur de l'année. Au total, 50 pays sont représentés, que ce soit par exemple les entrepreneurs venant d'Argentine, d'Australie, de Chine, de France ou encore du Japon. Le prince Albert II leur a souhaité la bienvenue et rappelé l'importance de cette manifestation, une manifestation qui permet de mettre en lumière des parcours exceptionnels de femmes et d'hommes et d'accroître la notoriété de leur entreprise. Le prix du meilleur entrepreneur de l'année 2016 sera décerné samedi. Black and White, voici le nom de l'exposition de l'artiste chinois Dong Xing. Il expose actuellement à l'Art Gallery Show de Monaco, où vient de se dérouler le vernissage. Cet artiste y présente ses œuvres abstraites et modernes, exclusivement de couleur noire et blanche, à découvrir jusqu'au 21 juin. Une avancée en matière d'aide au maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie. Pour faciliter leur déplacement la nuit, la mairie de Monaco propose une solution innovante qui fait appel au chemin lumineux, un système d'éclairage qui permet aux seniors de se déplacer donc la nuit en toute sécurité dans leur appartement. Reportage de Dominique Poulain et David Bernardi. Gisèle a 78 ans. Elle vit seule dans son appartement qui surplombe la principauté. Comme pour toutes les personnes âgées, se déplacer la nuit est plus risqué que de jour, car la luminosité, plus faible, augmente les risques de chuter. Les chutes qui sont la première cause de mortalité chez les plus de 65 ans. Pour diminuer ces risques et favoriser le maintien à domicile des seniors en toute sécurité, la mairie de Monaco a décidé, dans le cadre de l'aide à la personne, d'installer des chemins lumineux chez les seniors qui en ont besoin. Ils s'allument automatiquement dès que Gisèle se lève la nuit pour aller aux toilettes ou encore dans sa cuisine pour satisfaire une soif.
Le service social de la mairie est vraiment à la pointe. Chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'on voit dans les salons et autres, ils se renseignent, s'informent. On a vu que pour la sécurité des personnes qu'on pouvait garder à domicile, c'était formidable, quoi. Donc on s'est dit, on va le proposer à toutes nos bénéficiaires dont on pense qu'il y a des risques de chute parce qu'ils se sont déjà cassés quelque chose la nuit, etc. Et autres. Donc on a dit, on va en acheter et on va les offrir à ceux qui en ont vraiment besoin. Constitué de détecteurs de mouvement, le chemin lumineux permet de guider Gisèle dans ses déplacements nocturnes avec un éclairage non agressif, automatisé. Ces petits luminaires s'allument dès qu'elle sort de son lit et sans qu'elle n'ait à chercher l'interrupteur. C'est un contacteur infrarouge qui commande des petites LED collées en plainte, qui sont prises sur une prise avec une prise mobile et donc il y a 3 réglages sur le boîtier de détection, le réglage de la distance, de la luminosité et du temps. Donc dès qu'elle passe dans le rayon, ça s'allume et ça s'éteint automatiquement. Ce balisage lumineux indique à Gisèle le chemin à suivre. Il lui permet de se déplacer en toute sécurité et contribue à la rassurer. Je trouve que c'est vraiment très utile. Parce que ça s'allume dès que vous vous levez et ça allume tout le couloir. Donc c'est vraiment très très bien. C'est une bonne invention. Parce qu'avant c'était compliqué pour vous de vous déplacer la nuit chez vous ? C'est-à-dire il fallait allumer la lampe de chevet, il fallait mettre les lunettes, la télé-alarme. Et là, au moins ça s'allume tout seul et c'est très bien. Et ce système s'avère efficace pour prévenir les chutes lors de déplacements nocturnes. Selon différents tests réalisés, le nombre de chutes a diminué de 30% avec cette installation. Il est temps d'accueillir notre invité du week-end et aujourd'hui il s'agit de Lionel Galfré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'INSEE, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques. Autrement dit, dès qu'il y a un chiffre sur Monaco, c'est vous, c'est l'INSEE. De quoi est en charge concrètement par exemple l'INSEE ? Alors nous ne sommes pas responsables de l'ensemble des chiffres qui sortent de Monaco. Il y a de nombreux producteurs de chiffres. En revanche, beaucoup passent par nous. Et puis nous-mêmes produisons des chiffres essentiellement sur l'économie et sur la démographie et des statistiques sociales. Alors la démographie, justement, on est là pour parler du recensement 2016 qui vient juste de débuter il y a quelques jours là. Le recensement a commencé le 7 juin, donc depuis le 7 juin, des agents recenseurs, 50 exactement, sont répartis en principauté et font du porte-à-porte pour recenser les habitants. Alors question toute bête, mais à quoi ça sert ? Pourquoi est-ce qu'on est obligé comme ça de recenser la population ? Alors le recensement, c'est, je crois, la plus vieille production statistique du monde, qui existe depuis la nuit des temps. Ouais. On y fait référence dans la Bible d'ailleurs. Et aujourd'hui, le rôle du recensement, c'est de compter les habitants et de caractériser la population qui réside. Tout ça pour mettre en œuvre des politiques publiques. Mettre en œuvre des politiques publiques, construire des crèches, construire des écoles, des maisons de retraite, savoir si notre population elle est très internationale ou pas, si elle vieillit ou si elle a tendance à rajeunir. Voilà, c'est simplement ça. Il y a effectivement plusieurs questions qui sont posées quand il y a le recensement. Ce n'est pas juste combien vous êtes, il y a effectivement le sexe, les quartiers. Quels sont les types de questions qui sont posées par les recenseurs ? On dit recenseur, qu'est-ce qu'on dit ? Agent recenseur. Agent recenseur, voilà. Il y a deux grands types de questions. Il y a des questions qui concernent le logement et des questions qui concernent l'habitant. Les questions qui concernent le logement, c'est sur la qualité des équipements, par exemple. De quoi sont équipés les appartements. Ça permet de situer les niveaux de développement des différents pays. Voilà. Et ça permet aussi d'avoir une gestion, par exemple, de la consommation électrique, des approvisionnements électriques de la principauté, la gestion des déchets, la gestion du parc locatif, la gestion de tout ce genre de choses pour améliorer la qualité de vie au service des résidents. Et la deuxième chose, c'est des questions sur les habitants. Âge, sexe, nationalité, type de travail, activité ou pas. Et ça permet de déterminer la structure de la population et de pouvoir lui offrir les meilleurs services adaptés à cette population justement. Alors là, c'est un recensement organisé par la mairie, en partenariat pour la première fois, je crois, avec l'INSEE. Auparavant, ce n'était pas l'INSEE, parce qu'il n'existait pas.
Nous, on a été créé l'IMSEE en 2011. Avant, c'était la direction de l'expansion économique, qui avait une petite cellule stat qui s'occupait du recensement. La mairie est le chef du recensement, c'est-à-dire le maire met en œuvre le recensement, mais toute la gestion au quotidien des agents recenseurs techniques et l'exploitation des résultats, c'est l'IMSEE qui l'a fait. Alors on aura les résultats de ce recensement plus tard. Il faut savoir qu'il y a eu en 2008 déjà un recensement. Qu'est-ce qui est sorti en quelques mots, on ne va pas décrire bien sûr tous les chiffres, mais qu'est-ce qui est sorti de ce recensement de 2008? Alors le recensement de 2008 a confirmé des tendances qu'on peut observer dans les pays qui nous entourent, c'est-à-dire une population qui a tendance à vieillir. On a vu une évolution entre 2000 et 2008 par exemple, une pyramide des âges qui monte. Donc une nouvelle fois, c'est ce qu'on essaiera de faire cette année. Et ça n'a aucun, on le voit bien là en l'occurrence, ça n'a aucun caractère nominatif. C'est les grandes masses, voir que notre population évolue. Et ensuite, on avait tiré des enseignements sur la population active résidente, qui n'est pas majoritaire. Sur la mosaïque de nationalités qui résident en principauté, on en avait recensé 144 à l'époque. Oui, 144 nationalités. Combien d'habitants sur Monaco en 2008? On en avait recensé 35 352. 52, important. 31 109, on avait vu en direct, et ensuite on avait fait une extrapolation. Ouais. Parce qu'évidemment, on sait qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. On était arrivé à 35 352. C'est la question que j'allais vous poser. On n'arrive pas à sonder absolument tout le monde. Il y a des personnes qui passent entre les mailles du filet. Qu'est-ce que vous faites après? Vous faites un pourcentage pour savoir à peu près combien de personnes n'ont pas été recensées? Évidemment, il y a des gens qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas pendant le recensement, parce qu'elles sont absentes, parce qu'elles sont en voyage, parce qu'on n'arrive tout simplement pas à les joindre. Donc l'échantillon très important qu'on arrive à recenser nous donne une structure. Et nous, comme par ailleurs, on recense les logements, il y a des logements qu'on n'arrive pas à enquêter. Et d'après les logements enquêtés, on arrive à déduire, à extrapoler et à donner une caractéristique de la population qui habite dans les logements qu'on n'a pas réussi à enquêter. Et ça nous donne un chiffre global de la population. Quel est le rôle concret justement des agents recenseurs? Quel est leur travail au jour le jour? Comment est-ce qu'ils font leur fiche de route, savoir où je vais aller? Comment ça se passe? Alors, il y a 50 agents recenseurs sur la principauté. La principauté est divisée en 183 districts. Chaque district fait l'objet d'un plan très détaillé. Et l'agent, on lui remet un plan. Il a à peu près, en moyenne 4 districts. Et chaque agent est censé, pendant la tournée de reconnaissance, c'est-à-dire la semaine avant le recensement, est censé estimer, et plus que censé, il le fait d'ailleurs, il estime le nombre de logements sur chaque district, donc dans chaque immeuble. Voilà. Et ensuite, à partir du 7 juin, la semaine dernière, il est allé faire du porte-à-porte pour essayer de savoir, de connaître les caractéristiques des habitants qui se cachent derrière les portes. Voilà, c'est ça le recensement. Et comment est perçu ce recensement justement quand ces agents recenseurs frappent à la porte? Vous avez déjà un retour depuis le 7 juin? C'est bien perçu, plus ou moins bien? Comment Alors on a des réactions très différentes entre les gens. On a des agents recenseurs qui sont plus que très bien accueillis. Il y a beaucoup de gens qui participent au recensement. Ouais. Et ensuite, il y a une partie de la population qu'on n'arrive pas à joindre. Et moi, j'appelle tout le monde à participer via les concierges. Voilà. Et puis, il y a une partie de la population qui est réticente en disant « mais pourquoi on vient de me demander des informations à moi qui me paraissent peut-être un peu intrusives ?» Je crois que là, il faut faire appel au sens de l'État. Il faut faire appel à la responsabilité de chacun pour dire le recensement, c'est pas une intrusion. On n'est pas en train de fliquer, on n'est pas en train de faire la police. Exactement. Oui. Et la meilleure preuve de ça, c'est que si on avait voulu être intrusif, on aurait pu utiliser des fichiers de la sûreté publique ou d'autres fichiers. Mais on ne croise pas les fichiers pour garantir la liberté. Et donc là, c'est simplement une information qu'on donne qui sera agrégée et pour dire, voilà, nous, on a un âge moyen principauté qui est celui-ci. Donc les gens doivent répondre parce que c'est pour permettre à l'État de participer à leur mieux-être aujourd'hui, mais surtout demain. Donc il n'y a pas de caractère intrusif. C'est vraiment le sens civique là qu'on touche. Ouais. Donc on a des droits. Il y a des devoirs. Et il y a des devoirs. Et le recensement fait partie du peu de devoirs qu'on ait. Et je crois que collaborer, c'est vraiment être au service des autres et de soi.
pour un mieux même, justement, vous l'avez dit, pour ouvrir des écoles si besoin, effectivement, pour même améliorer la vie de tous les jours. Oui, pour les équipements culturels, pour les équipements sportifs, on étudie aussi, on pose des questions sur les déplacements, pour les transports en commun, pour les consommations d'énergie. Donc c'est vraiment pour améliorer le mieux-être de chacun et de la société dans son ensemble. Dernière question, un recensement qui a débuté le 7 juin, qui se termine le 29 juillet. Et après, quelle est la suite ? Alors après, nous, on aura tout un travail de traitement de toutes ces données qu'on aura recueillies, qui commence, qui se fait au fil de l'eau, au jour le jour. Mais on aura encore des retours, puisqu'on aura encore des retours courriers, on aura encore certains concierges qui ont récupéré, certains agents recenseurs qui nous rendront. Donc on a une exploitation de ces résultats. Et on aura les résultats fin d'année, début 2017, pour donner une photo de la principauté et en aucun cas une photo d'un résident. Voilà, le recensement, c'est déclaratif. Donc participez-y, c'est une œuvre au service de l'intérêt général. Très bien, écoutez, voilà ce que l'on pouvait dire du recensement. Lionel Galfray, merci d'avoir répondu à mes questions. Ce journal est terminé. Un rendez-vous, à noter, votre magazine Hors Cadre passera avec comme invité Ruggiero Raimondi ce samedi à 19h. On se quitte avec la météo. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Samedi, des nuages dans la matinée et du beau temps dans la journée. Les températures sont agréables, il fera de 19 à 24 degrés. Dimanche, peu de changements, pas de pluie, un beau ciel bleu et des nuages insignifiants. Les températures sont stationnaires de 19 à 24 degrés. Lundi, maintien d'un temps sec, assez ensoleillé, avec des températures de début d'été, comptées de 20 à 25 degrés. Et enfin, mardi, le prolongement de la période de beau temps, assez chaud, malgré la présence de quelques nuages. Les températures varieront de 20 à 24 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts.